Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retrouve Thibaut de la chaîne Éternel étudiant et pour commencer, faire une vidéo de début d'année. Alors pas forcément très compliquée, mais pour tout simplement, étudier, des tendances, donner notre avis un petit peu sur, plusieurs tendances que j'ai retrouvées dans différents rapports, donc que ce soit dans le rapport UOB plus précisément, 2022-2023, mais aussi, un article de Cointelegraph qui fait des prédictions pour l'année 2023 et donc j'en ai choisi, voilà 4-5, on verra combien on en fait dans la vidéo, mais tout simplement pour les commenter avec Thibaut, voir ce qu'il en pense et voir si on est d'accord ou pas d'ailleurs avec ce qui est proposé. Donc on va commencer tout de suite avec le premier thème qui va être bon, qui pour moi est assez important et qui concerne la régulation. Donc peut-être en préambule, sur le rapport UOB, ils disent il y a plus de 42 pays en 2022 qui ont créé jusqu'à 105 régulations avec la plupart d'entre elles, ce qu'ils estiment. Après, j'ai pas les détails de comment ils font cette estimation, mais en gros, il y aurait à peu près 36% qui seraient positifs, donc plutôt favorables à l'écosystème crypto, et 60% qui seraient négatifs, donc avec plus de restrictions, qui pourraient, pourquoi pas, limiter le développement de l'écosystème. Et il y a aussi une partie où ils disent qu'il va y avoir de plus en plus de régulation on-chain des activities, donc c'est-à-dire là, ils donnent des activités, avec comme exemple Tornado Cash, où on a vu un protocole décentralisé qui a été striké avec le développeur mis en prison. Bon, on a déjà parlé sur différentes chaînes, mais avec les questions que ça pose derrière, de mettre en ligne un outil qui permet de faire des choses bien comme des choses mal, et est-ce que le développeur est responsable de comment les gens utilisent son outil ou pas. Et il y a une prévision, donc ça serait le premier point, où au final, il y aurait de plus en plus de régulation on-chain. On a parlé aussi des nœuds OFAC compliant sur Ethereum, où il y a une censure directement des transactions de la part des validateurs qui peuvent décider de censurer ou non des transactions. Alors pour l'instant, ça peut être qui proviennent des activités légales, mais on peut imaginer dans le futur des censures plus ou moins politiques, plus ou moins, bon, on ne sait pas trop que les modalités qui peuvent être mises en place. Et donc, c'était pour discuter avec Thibaut, voir si on voit que ce type de régulation va être encore plus présent. Et pour ma part, pour commencer, je pense que réellement, on va en avoir et on va avoir des problèmes et des attaques un petit peu sur le côté décentralisé et avec cette barrière d'entrée qui est réduite ou qui est ouverte à tous pour la crypto. Je pense on va avoir de plus en plus de régulation, ou au moins des attaques contre ces libertés initiales de pouvoir utiliser le protocole et de faire des transactions comme on le veut. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, puis quand tu as parlé tout à l'heure aussi des analyses on-chain, en tout cas peut-être certaines restrictions on-chain, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans aujourd'hui, en tout cas pour l'analyse on-chain. Par exemple, Chain Analysis qui aujourd'hui est spécialisé là-dedans. Et donc ils analysent les flux financiers, etc. Ils sont capables aujourd'hui de déterminer si ce portefeuille-là est lié à un seul ou à plusieurs individus. Et aujourd'hui, quand on utilise des plateformes centralisées, on lie notre identité à finalement à un wallet, à une adresse, parce qu'à la base, les crypto-monnaies ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes. Mais aujourd'hui, on a enlevé en fait ce côté pseudonyme, puisqu'on a lié carrément un KYC, une carte d'identité, une adresse, un visage à une bonne partie des personnes qui utilisent en tout cas les services des plateformes centralisées. Et en parlant aussi des analyses on-chain, on voit que ça se développe de plus en plus et il y a de plus en plus de boîtes qui lèvent des fonds justement là-dessus, parce qu'il y a une vraie demande de la part en tout cas des réglementaires, des personnes qui font la réglementation de manière générale. Et puis on a fait pas mal de vidéos ensemble aussi, notamment sur les problématiques qu'il y avait sur MetaMask avec Infura, avec la collecte de data, notamment l'IP, etc., etc. Donc ça aussi, derrière, on avait fait pas mal de tutos en expliquant qu'on avait la possibilité de changer de nœud, parce qu'une Fura, c'est l'un des nœuds les plus utilisés, si ce n'est, je crois, celui qui était le plus utilisé, parce que c'est celui par défaut aussi. Mais on avait la capacité aussi de pouvoir éventuellement changer de nœud, ou même aussi créer son propre nœud Ethereum. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir quand même des compétences techniques et pour des débutants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Faire un nœud Bitcoin, on peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait par exemple et je suis pas développeur et on a la capacité de pouvoir le faire. Il y a des outils qui le font aujourd'hui très simplement. Sur Ethereum, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. Si tu veux monter ton propre nœud, valider les transactions, en tout cas être beaucoup plus autonome dessus et pas avoir les mêmes problématiques qu'on a pu avoir avec Infura à l'époque,
là, ça demande des compétences techniques plus avancées. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va arriver dans une espèce d'équilibre qu'on va essayer d'avoir entre la décentralisation qu'on souhaite obtenir avec le domaine des crypto-monnaies et puis en même temps la régulation qui doit, à mon avis, aussi être présente. Parce que quand on voit les problématiques auxquelles on a été sujet ces derniers temps, avec notamment la faillite de Celsius, la faillite de FTX, etc., et tout ce qu'on on est capable aujourd'hui de découvrir ce qui avait été fait en arrière-plan, sans aucun contrôle, sans aucune régulation, et sans avoir, on va dire, de contre-pouvoir pour protéger aussi les investisseurs, ça pose tout un tas de questions. Donc il y aura un équilibre qui se mettra en place entre protéger les particuliers et puis en même temps, pas non plus trop restreindre l'écosystème pour éviter que ça limite aussi la croissance et le développement de ces nouvelles technologies, quoi. Ouais, après en France, à voir comment ça va se passer. Enfin, en Europe, déjà, ils sont très prompts à aller faire des législations. Et il y a un peu ce côté, bon, c'est pas que dans la crypto, c'est un peu partout où on veut imposer des régulations au reste du monde, même si voilà, on n'est pas forcément légitime pour ça. Je regardais justement dans le rapport du hobby, encore une fois, l'Europe, on représente peut-être 20% d'utilisation des cryptos mondiales. Et pourtant, il y a cette volonté un petit peu d'imposer des règles au niveau mondial, mais ça peut être aussi parce qu'on par un peu notre background dans l'agriculture, sur l'utilisation de certains produits, sur l'utilisation de certaines ou notre vision du monde européenne, occidentale, qu'on essaie d'imposer aux autres pays. Et il y a d'autres pays qui disent mais qu'est-ce que vous faites les gars quoi vous avez aucun droit de venir nous dire comment on va gérer notre truc. Nous on est légitime sur nos territoires, on connaît les problématiques, donc arrêtez de venir vous emmerder entre guillemets avec vos lois qui vous semblent, voilà, que vous êtes légitime de nous imposer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est plus pour le futur. Donc là, on parle 2023-2024, voire plus en avant pour les cryptos par rapport aux régulations. Pensez dès à présent, si vous voulez garder une certaine privacité, une certaine vie privée et tout simplement pas afficher vos données au grand public, dès à présent, comment vous gérez vos fonds, comment vous gérez vos transactions, ce que vous mettez en place. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore présentes, qui ne sont pas encore disponibles ou tout simplement écrits dans le marbre au niveau réglementaire, mais qui pourraient venir dans le futur avec tout ce que, comme tu l'as commenté, des outils de chain analysis qui vont retracer beaucoup plus précisément l'historique des transactions. Et aussi, je dis ça par rapport à une news que j'ai vu passer sur les utilisateurs d'FTX ou aux États-Unis, et ça a paru un peu fort. En gros, au niveau réglementaire, une perte ou un vol de crypto-monnaies, tu peux pas le compenser. Par exemple, si tu as fait de la plus-value sur ces crypto-monnaies et que tu te les ai fait voler après, tu peux pas compenser. C'est-à-dire que tu dois quand même payer ton impôt sur les plus-values. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs d'FTX qui se passent en ce moment. Et ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est qu'ils ont ils ont acheté des crypto-monnaies, par exemple du Bitcoin sur la plateforme, qu'ils ont revendu contre du stablecoin, ou ils ont été faire du staking, où ils ont fait de la plus-value d'une manière ou d'une autre sur la plateforme. Ils n'ont pas sorti les cryptos sur FTX. Donc là, maintenant, il y a la situation qu'on connaît tous où ils n'ont plus accès à leurs fonds. C'est plus ou moins dans la nature. On ne sait pas si ça a disparu. On ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Et dans la procédure de liquidation, potentiellement, il y aura, parce que ça c'est comme pour Celsius et pour FTX, il pourrait y avoir le nom des clients avec les montants, et en gros les agences d'État pour utiliser ces données-là pour faire de l'analysis, pour voir ce qu'ils avaient comme crypto, s'il y avait de la plus-value, et aller réclamer des impôts sur des fonds qui sont plus disponibles. Donc ça veut dire on arrive sur des trucs un peu fou, mais c'est en train de se passer là actuellement sur la procédure de liquidation de FTX, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient être soumis à de l'impôt sur des plus-values et parfois assez importantes sur des fonds qui n'ont même plus accès aujourd'hui. Donc c'est quand même assez problématique. Et encore une fois, sortez les cryptos des exchanges et même en allant plus loin, si vous voulez ou si vous souhaitez, si vous êtes dans cette optique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas forcément cette vision-là, mais de garder une certaine vie privée, de ne pas être amené dans le futur à étaler tout votre patrimoine aux yeux de tous, faites attention, quoi. Prenez des mesures, réfléchissez sur comment faire les choses bien, garder sa privacité, utiliser des VPN, changer Infura sur MetaMask. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui s'y intéressent et que dans le futur, ça va être un gros enjeu parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver au niveau régulation. On a Mika, donc il faudra qu'on creuse encore ce qui veut se passer parce qu'on a vu passer, un texte réglementaire, il y a toujours un projet de loi entre guillemets, et après il y a des amendements, et tant qu'on n'a vraiment pas le projet fini, parce que moi c'est ce que je fais dans la vie d'un peu tous les jours, la réglementation, donc
tant qu'on n'a pas vraiment le projet publié sur le site de la commission, en l'occurrence, si c'est une réglementation européenne, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'en gros, il y a des projets, il y a des amendements, il y a les différents bords politiques qui discutent, qui font des amendements, mais vraiment jusqu'au dernier moment de la publication du texte, il peut y avoir des petites modifications qui peuvent changer. Alors, en général, le projet reste plus ou moins dans l'état, mais il y a quand même des petits points qui peuvent changer jusqu'au dernier moment. Donc, vraiment, pour être sûr de ce qui nous attend, il faudra attendre la publication, même si on peut voir un peu dans les grandes lignes ce qui va se passer. Donc Après, ça, moi, tu vois, il y avait aussi un truc qui m'avait choqué la dernière fois, c'est qu'il y a aussi le double discours. Tu vois, on a parlé en tout cas de notre volonté et du fait que lorsqu'on aura une régulation peut-être un peu plus importante sur la crypto-monnaie, ça ne sera peut-être pas forcément non plus une mauvaise nouvelle. À partir du moment, encore une fois, où il y a un certain équilibre et que ça ne limite pas la croissance et le développement de ces nouvelles technologies. Mais il y a aussi des fois un faux discours ou un double discours de la part des personnes qui vont proposer les amendements ou éventuellement les prochains projets de loi, les prochaines réglementations. Et typiquement, il y en avait une, moi, que j'avais en tête, hein, qui était, quand on entendait certaines députées, je ne sais plus son nom en tête, elle s'était fait clasher sur Twitter. Elle expliquait que justement, cette députée, qu'il y avait des gros problèmes avec la crypto, qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de fraude, qu'il fallait absolument protéger le consommateur et les investisseurs particuliers. Et la meilleure façon de faire et éviter les arnaques, c'était d'éviter justement le self-custody, donc notamment les cold wallet type Ledger, etc. Et là, je trouve que c'est du gros foutage de gueule parce que non seulement on est contre l'utilisation frauduleuse que peuvent faire certaines plateformes type FTX, Celsius, etc., comme ça a été le cas, comme ça a été prouvé par le passé. Et pour moi, la meilleure manière pour protéger les investisseurs particuliers, c'est justement promouvoir le self-custody et promouvoir l'utilisation de Ledger, MetaMask lié à la Ledger, etc., etc. Alors que là, en fait, c'est tout l'inverse qu'ils proposent. Donc, on se rend compte qu'il y a un double discours et que derrière, la véritable volonté, en tout cas, si on analyse juste cet aspect-là, c'est absolument pas de protéger le consommateur. Je pense qu'il y a un peu une anguille sous roche, quoi. Je sais pas ce que tu penses de ça, toi. Oui, tout à fait, mais il y a toujours un double discours et ils sont pas forcément en tête. Je pense que et dans le monde en général, il y a de plus en plus de contrôle. Il y a une nécessité de la part des institutions de contrôler de plus en plus. Moi, je le vois aussi dans mon travail. On nous demande toujours plus de données, toujours plus de contrôle, toujours plus de lier les systèmes informatiques des boîtes directement aux institutions pour qu'ils aient des retours même en temps réel de ce qui se passe dans les entreprises. Donc oui, je pense qu'il y a cette volonté de contrôle qui devient un peu préoccupante et voilà, qui va restreindre la vie privée. Là, on verra ce qui se passe sur le World Economic Forum à Davos. Je ne sais pas si c'est en cours ou ça va bientôt arriver, mais il y a quand même cette notion de plus en plus de contrôle, voilà, de vouloir de plus en plus de contrôle et de plus en plus restreindre la liberté, donc qui est quand même assez préoccupant en général. C'est pas que dans la crypto, je pense que c'est des attaques de tous les côtés. Et donc, ouais, c'est une tendance qu'il faudra suivre. Après, je te propose de passer au sujet suivant, parce qu'on fait pas mal de temps sur celui-là. Donc, le prochain, ça serait, et là, ouais, à voir aussi comment ça se passe, en gros, que les acteurs du Web 2, donc les grosses boîtes du Web 2, donc les GAFAM, tout ce qui peut être assimilé à ce type de grosses boîtes, vont continuer de se développer dans ce qu'ils appellent le social fi, donc la finance liée aux réseaux sociaux un petit peu. Et donc ça, moi, c'est une tendance qu'on a vue, avec Meta qui essaie de lancer son métaverse. Bon, ça a été un peu un flop, mais je pense que c'est justement en ligne avec cette tendance-là où les acteurs du Web 2 voient que dans le Web 2, bon, c'est un peu bouché, quoi. Il n'y a plus trop les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu la guerre. Il n'y a pas forcément de place de trop de croissance. Voilà, il y a TikTok qui vient un peu modifier les réseaux. Il y a YouTube récemment qui en a pâti pas mal. Voilà, Facebook qui est un peu enterré. Instagram, bon, voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de monde, et du coup je pense qu'ils voient quand même l'opportunité de tout ce qui est Web3, NFT, tout en voulant imposer leur vision, bien sûr, et avec voilà, je pense que toutes les plateformes, ils ont fait des moves. Il me semble que les NFT sur Instagram, c'est bon. Twitter aussi qui a fait des moves sur la crypto. Facebook, plus dans le métaverse. Je pense que là, ils ont joué un peu. Voilà, ils n'avaient pas trop le choix. Je pense qu'ils ont fait ça, c'est renommer la boîte, lancer le métaverse, alors qu'ils étaient clairement pas au point. Je pense qu'ils ont senti qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait qu'ils se lancent dès maintenant, même si c'était un peu en flop. Et je pense que réellement, voilà, ça va être une tendance. Pour moi, je suis d'accord avec eux, que les acteurs du Web 2, en gros, ont vu l'opportunité et vont essayer de s'en saisir et de lancer leur propre version du Web 3 ou leurs propres outils. Donc, ils vont rentrer là-dedans à fond. Et je pense qu'on en est qu'au début, quoi. Une fois qu'il y aura quelqu'un
un gros projet qui aura bien marché, parce que pour l'instant, je pense que ça tâtonne encore un peu. Ils essaient de voir comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font tout le monde se jauge un peu, qu'est-ce qu'ils font les concurrents. Mais une fois qu'il y aura un gros projet qui aura bien marché, je pense que les boîtes, ils vont dire, OK, c'est bon, on lâche la bride. Eux, ils ont sorti ça, ils vont faire des millions ou des milliards peut-être. Là, nous, il faut aussi qu'on y aille. Carte blanche, les mecs, sortez-nous un truc et on y va à fond, quoi. Ouais, bah, tu as cité Facebook, tu as cité aussi Google, etc. Mais tu as aussi Microsoft hein, qui a annoncé son arrivée dans le métavers, entre guillemets. Hein. Eux, c'était plutôt à l'époque pour les chats, notamment sur Teams, là, mais de le faire avec des avatars dans le métavers et puis faire des présentations comme ça, plutôt pour le coworking. Mais oui, c'est qu'une question de temps avant que les GAFAM et les grosses boîtes, les grosses structures se lancent efficacement dans ces nouveaux écosystèmes, parce que là, il y a vraiment beaucoup d'argent à aller chercher, c'est une certitude. Donc ça, on serait plutôt d'accord. Donc ça, on va peut-être pas continuer, mais on va passer à la partie suivante, qui est liée d'ailleurs. Hein. En gros, on nous dit que en 2023, l'éthique anarchiste initiale du Web3 qui rejetait la nécessité des grandes marques disparaîtra. Donc en gros, ils nous disent que ça serait que les participants réaliseront que s'il n'y a pas les grosses marques extérieures, tout ce qu'on a, c'est un token dont la seule valeur, bon, c'est un peu les spéculateurs qui la donnent. Et au final, qu'il y aurait cette nécessité pour développer Web3, qu'il y ait les grandes marques, les grandes entreprises qui rentrent pour avoir de la publicité et du marketing. Ça, je suis pas forcément. Enfin, je comprends d'où ça vient, mais c'est un peu déjà les mêmes problématiques qu'on a dans la crypto, en fait, sans même parler d'entreprise. Quand tu as eu des levées de fonds avec des ICO, derrière, tu reçois un token, et puis si le projet se développe pas, si les gens partent avec la caisse, ou bref, s'il y a pas de développement tel que tu pourrais le penser au départ, tu te retrouves avec un token qui n'a aucune valeur. Donc, en fait, que ce soit lié à une boîte ou pas, ça dépend du projet en question, tu vois. Euh, je comprends d'où ça vient. Je comprends le fait qu'on puisse dire, bah tiens, je sais pas si Louis Vuitton demain il sort un NFT en disant avec ce NFT-là, on a la capacité, je sais pas, d'aller dîner avec Bernard Arnault ou d'aller à certains salons d'entrepreneurs ou peu importe, de voir aussi comment sont fabriqués les sacs dans certaines usines chez Louis Vuitton. Ça peut avoir une certaine valeur, mais je pense que ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a tellement de choses qu'on est capable de faire après avec les NFT, les tokens, etc. que bon, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je pense qu'on peut avoir de la valeur pour un projet aussi sans que ce soit lié à une boîte. Hein. Tu prends Bitcoin, pour le coup, voilà, c'est lié à rien du tout. C'est pas lié à une boîte, une entreprise, pas un CEO. Pour autant, ça a une valeur qui est énorme. Tu vois. Après, ça dépend Ouais. de comment tu t'es amené à utiliser cet outil-là. Moi, les cryptos, je les vois aujourd'hui comme des outils hein, pour en tout cas les protocoles qui sont les plus décentralisés. Tu vois, on a parlé plusieurs fois aussi de Monero. Monero, ça reste un outil. Oui, si tu veux aujourd'hui gagner de l'argent ou jouer sur l'aspect spéculatif, investir sur les privacy coins, aujourd'hui, c'est peut-être pas, en tout cas, le secteur qui sera le plus porteur à l'heure actuelle. Il y a des secteurs qui, je pense, auront plus de potentiel, type, tu vois, la DeFi, type la GameFi, etc., etc. Là, je pense qu'on sera vraiment dans ce qui se fera dans les prochaines années. Mais néanmoins, tu vois, les crypto-monnaies, ça reste des outils. Après, à voir comment ça sera utilisé. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de se dire que le token aura forcément une valeur puisque ce sera lié à une entreprise, on va dire, centralisée ou avec une grande marque. Si ton token te permet de rien faire ou si demain la boîte change son truc, son fusil d'épaule en disant bah, finalement ce projet-là on l'abandonne, bah, tu as beau avoir le token et ça a beau être lié à une grande marque, derrière ton truc ne sert plus à rien, tu vois. Et tu peux très bien avoir des tokens ou des coins qui ne sont liés à aucune entreprise et juste à des protocoles décentralisés qui peuvent avoir une valeur pour autant, qui peuvent avoir une valeur, une vraie utilité, et pour autant, ils ne sont pas liés, à une marque ou une entreprise à proprement parler. Quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Après, tout le schéma narratif qu'on a vu apparaître, que le Web3 va remplacer Web2 et qu'en gros les gros acteurs du Web2 actuel vont mourir, je pense que là on est complètement dépassé. Et au final, c'est vrai que idéalement, bon, c'est ce que les gens, bon, les plus hardcore auraient pu souhaiter, qu'au final que les acteurs du Web3 soient totalement différents, que ce soit des petits projets, que ce soit idéalement peut-être des DAO, des trucs totalement décentralisés, qui ne soient pas liés aux gros acteurs. Mais je pense que c'est un peu une utopie et qu'on aura quand même des gros projets qui vont se lancer, ils vont quand même être là.
Après, moi, c'est plus voir ce qu'on aurait en face, justement, dans plus l'optique un peu plus pure crypto, décentralisée, avec la valeur qui peut être apportée. Mais je pense que les acteurs du Web 2 feront des moves et il y en aura certains qui feront qui lanceront des projets, qui lanceront des choses qui réellement tiendront la route. Avec beaucoup de capitaux injectés, du marketing, et bon, ça servira aussi à l'onboarding, mais je pense qu'ils seront présents avec des choses beaucoup plus convaincantes que ce qu'on a pu avoir actuellement. Par exemple, je pense qu'il y a Microsoft, je crois qu'ils ont fait une offre d'achat pour OpenAI. Donc, s'ils en plus, ils achètent, s'ils commencent à rentrer sur le métaverse, plus intelligence artificielle, plus réalité virtuelle, bon, pour l'instant, il n'y a pas que j'ai entendu ou qui m'est convaincu personnellement, j'ai pas vu grand chose, mais je pense que ça se trame un peu, et même j'avais vu, je sais plus si c'était dans un bouquin ou dans un article où ils disent là où ça peut être dangereux, en gros, c'est s'il y a des acteurs du Web 2 qui arrivent à contrôler tout ce qui est intelligence artificielle pour coupler leur base de données utilisateurs, enfin toute la collecte de données. Big data, ouais. Tout ce qui est big data, plus à une intelligence artificielle qui est encore supérieure à ce que fait OpenAI pour l'instant, mais en gros, ils acquéraient un tel avantage concurrentiel que ça serait même difficile de les déloger par la suite. En gros, cette combinaison super puissante, en gros, avec d'un côté le réseau qu'ils ont, les utilisateurs, avec des fois plusieurs milliards, par exemple pour Facebook, avec la collecte de données qui va avec, plus des intelligences artificielles, et donc du coup, il serait des années-lumière de la concurrence possible, avec des possibilités d'écraser toutes les nouvelles startups parce qu'ils ont une puissance économique et de données tellement forte qu'en gros, ils seraient dans une situation de monopole et quasiment intouchable. Donc ça sera un peu compliqué, mais à voir comment ça pourrait se passer. On va peut-être passer à la tendance suivante. Ouais. Ensuite, on nous dit que la tendance actuelle à la stabilité et à la durabilité dans les jeux, là on parle plus de la GameFi, résultant d'une certaine manière des chocs d'Axie Infinity. Je pense qu'on en a déjà parlé aussi, il y a eu plein de problèmes de hack, mais aussi de modèles de croissance un petit peu où c'est basé juste sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus en plus de gens qui achètent le token, qui rentrent sur le projet, donc du coup c'est tout simplement pas viable sur le long terme, donnera naissance à une vague de produits dotés d'une stabilité intégrée, mais alors attends parce que je ne le vois plus, mais dépourvu de la nature dynamique d'expansion et de ralentissement de la plupart des spéculations sur les crypto-monnaies. Donc ça, je pense que c'est un sujet qu'on a déjà touché. Je pense qu'on a déjà traité dans une autre interview, même plusieurs, où au final, la GameFi, comme on l'a dit, elle a apparu un petit peu avec Axis, les Play to Earn sur le dernier bull run, entre 2020 et 2021, mais ça ne sera pas sa forme finale du tout. Voilà, il y a eu des projets basés sur la tokenomique, avec le côté fun qui est un peu mis de côté, il faut bien le dire, juste pour aller faire. C'est presque sur Index, une pool de hill farming avec une petite couche de vernis game, mais c'est plus. Mais c'est même pas un game du tout. Oui, voilà, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Tu vas farmer, tu fais tes trucs, tu cliques. C'est pas très fun à jouer, c'est pas intéressant. Et du coup, oui, je suis assez d'accord pour que ça se développe, et on verra des projets qu'on sera peut-être amené à parler aussi, où il y a vraiment le côté fun, le côté game pour le coup, avec une vraie communauté, et où la tokenomique, ça rajoute de l'intérêt au jeu, ça rajoute peut-être de l'intérêt, mais c'est pas la base de tout le système, quoi. C'est vraiment ce qui prime, c'est le côté fun, le côté communauté, peut-être le côté visuel, le côté intéressant. Bon, voilà, il y a plein de jeux AAA, il n'y a pas forcément qu'un type de jeu qui peut exister, mais dans tous les cas, que la crypto et la tokenomique ne soient pas à la base de tout, quoi, parce qu'au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec des jeux qui s'intéressent, voilà, on sort les tokens le plus vite possible, avec une tokenomie qui permet de farmer, mais ce qui est autour, ça reste quand même assez basique et pas forcément très intéressant, et notamment sur la durabilité, ce qu'ils disent dans cette partie-là, c'est vrai que voilà, la durabilité, un an ou deux, dès que les gens commencent à perdre un peu d'argent, ou que c'est passé de mode, ou qu'il y a un autre jeu qui permet d'avoir des rendements, comme ceux qui passent de pool de DeFi en DeFi, au final, l'intérêt se perd. Et donc, du coup, si on veut vraiment avoir une durabilité d'un projet, ça passera forcément par ces aspects-là, quoi. Ouais, par des vrais jeux AAA. Et là, pour le coup, ça demande du temps, ça demande du dev, ça demande aussi plus de ressources, plus de risques de la part des boîtes, parce que pour développer ce genre de jeu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, moi, ce que je dis souvent, et c'est ce que j'avais expliqué sur les autres interviews qu'on avait fait ensemble, c'est que typiquement, Axie Infinity, ça avait permis de lancer le concept même de Play to Earn,
donc jouer pour finalement gagner de l'argent. Donc ça a permis d'offrir des opportunités à pas mal de gens. Mais c'est comme si aujourd'hui on se disait, avec la sortie de Snake sur notre téléphone, tiens, c'est bon, on a découvert tous les jeux vidéo ou Tetris, tu vois. Non, on est clairement qu'au tout début. Et là, on est, tu vois, avec des jeux qui commencent à sortir, type Illuvium ou autre. On commence à arriver sur des nouvelles opportunités intéressantes. Et même avec ça, je suis convaincu qu'on en est encore au tout début. Quand on arrivera à allier la réalité virtuelle avec des jeux AAA, avec du graphisme, et en plus de ça, avec une tokenomics et une réappropriation de la propriété, justement, des landes, des items dans le jeu, etc., etc. Là, on arrivera sur une nouvelle itération d'Internet, et puis avec vraiment des choses très intéressantes qu'on serait capable de faire, quoi. Tout à fait, bah, totalement d'accord. Et du coup, peut-être passer au dernier point, parce que la vidéo va être Mmh. assez longue. Et c'est un peu intéressant, parce qu'au final, c'est un truc un peu général, mais je pense que c'est quand même intéressant de le commenter. Et on nous dit, alors que les entrepreneurs traversent le marché baissier, il y aura un moment en 2023 où des nouveaux secteurs de croissance commenceront à émerger au-delà des récits dominants existants, comme par exemple, ils disent, voilà, les photos de profil NFT, les projets Play to Earn, les alternatives Layer One, donc tout ce qu'on a vu un petit peu les récits dominants du dernier bull run, avec des nouveaux récits qui propulseront le prochain cycle, avec des nouveaux cadres qui stimuleront l'utilité et l'adoption réelle des consommateurs. Et donc ça, je pense que c'est un sujet qu'on parle souvent aussi, que durant le bear market, en fait, ceux qui continuent d'innover, qui font parfois pas trop de bruit, qui passent un peu sous le radar parce que personne n'est intéressé, c'est triste, tout le monde perd de l'argent, personne n'a envie de s'intéresser à la crypto. Nous aussi, on voit sur nos vidéos, personne, les nombres de vues, plus personne s'intéresse. Mais il y a quand même des équipes qui continuent à développer des trucs, à faire des projets, à innover. Et c'est ces schémas, enfin, ces projets-là qui propulseront, voilà, la nouvelle, comme les NFT, comme les Play to Earn, voilà, ça a été des gros boosts pour le bull market. Il y aura des secteurs qu'on n'a peut-être pas encore identifiés qui seront à l'origine du prochain cycle, des prochaines explosions, avec potentiellement beaucoup d'argent à se faire. Donc, on ne sait pas, est-ce que ça sera la GameFi sur des jeux AAA comme ce qu'on vient de commenter? Est-ce que ça sera un autre X2Earn? Parce que voilà, il y a eu Play to Earn, il y a eu le Move to Earn, il y a eu d'autres fait une action humaine et gagne de l'argent, donc X2Earn. Donc, est-ce que ça sera un nouveau modèle comme ça, même si ça quelque chose d'innovant, parce que pour l'instant, voilà, tous les modèles, ils ont montré un peu leurs limites. Est-ce que ça sera sur les Soulbound tokens? On a entendu parler. Est-ce que ça sera sur les L2? Est-ce que ça sera sur les roll-ups d'Ethereum? Enfin, on ne sait pas encore. Il y a plein de sujets qui sont encore en développement avec des équipes qui travaillent dur. Donc, après, ça, c'est dans chaque cycle. On l'a commenté même sur, pas forcément dans le futur, mais à chaque fois, les schémas narratifs ou les cas dominants d'un bull run se développent en bear market, où il y a d'autres choses qui émergent, et au final, c'est ça qui pousse le cycle suivant. Mais c'est très rarement ce qui a poussé le cycle suivant, le cycle précédent vers le haut, qui se répète de la même manière. Donc, pour ça aussi, ceux qui ont gardé des tokens de projets en se disant ça va repumper au prochain bull run, faut quand même mettre ça à garder ça en tête, parce que voilà, si c'est un jeu play to earn basique qui apporte pas trop de fonctionnalités, est-ce que c'est bien de garder le token? Pas forcément évident. C'est pareil sur des layer one qui apportent pas forcément beaucoup plus de valeur. Maintenant, bon, je n'ai pas forcément d'exemple, pas forcément dire de projet, mais est-ce que c'est bien de garder ces tokens ou pas? Voilà, il faut quand même réfléchir à quel a été le schéma qui a propulsé ce token à la hausse et pourquoi on l'a acheté, et où on en est 1, 2, 3 ans plus tard, pour faire vraiment l'arbitrage. Est-ce que c'est vraiment un projet qui peut repumper parce qu'il y a des fondamentales, ou c'est juste quelque chose, un fork, un clone, ou un petit peu opportuniste d'un projet qui s'est lancé, et donc du coup l'équipe a sorti vite un autre projet en se disant je vais faire pareil, et sauf que pour le prochain cycle, tous les schémas dominants, tout ce qui a poussé, ça sera remplacé par autre chose de nouveau, et donc avec potentiellement un potentiel de price action qui sera nettement diminué. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'à partir du moment, de toute façon, où on est dans le bon schéma narratif, tous les projets qui font partie de ce schéma narratif, de toute façon, vont pumper. Peu importe leurs fondamentaux, peu importe leur tokenomics, peu importe si c'est un scam ou pas un scam, de toute façon, si on est dans le bon schéma narratif, on fait de l'argent quand on est en bull run. En bear market, c'est pas la même chose. Là, après, il y a vraiment le fondamental qui va commencer à prendre le dessus pour éventuellement repartir sur une nouvelle vague. Tous ceux qui n'avaient pas de fondamentaux, tous ceux qui n'ont pas continué d'innover, etc., vont disparaître au profit de ceux qui, justement, feront l'inverse. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant
en tout cas de se poser la question des prochains schémas narratifs. Est-ce que ça va être la DeFi? Est-ce que ça va être encore les NFT? Est-ce que ça va être la GameFi? Est-ce que ça va être, par exemple, le Big Data avec l'intelligence artificielle? Je pense qu'on pourra aussi en parler, mais avec ChatGPT, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment dans l'écosystème crypto, mais aussi ailleurs, à l'extérieur. Donc ça peut être aussi, tu vois, un autre schéma narratif qui pourrait propulser l'écosystème crypto peut-être sur des prochains sommets et permettre aussi l'arrivée de nouvelles innovations. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un schéma narratif qui prend le dessus, oui, il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de saloperies, mais il y a aussi des nouvelles innovations qui en ressortent. Typiquement, tu vois, dans la GameFi, le Play to Earn, bon, bah voilà, Axie Infinity, on a vu ses limites, même si ce n'était pas forcément un scam, mais on a vu en tout cas ses limites. Ça a permis de propulser et de lancer de nouvelles innovations. Donc, après, à voir où est-ce qu'on va s'orienter et ce que ça va pouvoir donner par la suite. Mais je pense qu'on pourra être amené à faire des vidéos justement sur les prochains schémas narratifs. Ça peut être un sujet intéressant. Moi, tout à fait. Mais écoutez, je pense on va arrêter là cette vidéo. Le timer nous dit 31 minutes, donc je pense que ça commence à être assez long. Donc je pense qu'on va conclure. Vous avez compris, l'idée c'était voilà, prendre 5 prédictions et voir ce qu'on en pensait. Donc je pense qu'on était plutôt d'accord, même s'il y avait quand même des points à moduler un petit peu, à nuancer. Donc, si ça vous intéresse plus de contenu dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On fait ce genre d'interviews régulièrement, en plus du contenu en propre que je publie moi à côté. Je vous mets dans la description le lien de la chaîne de Thibaut, donc Éternel étudiant, où il parle, alors c'est plus transversal, mais d'entrepreneuriat, d'investissement, finances personnelles. Donc, il publie aussi beaucoup, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets aussi, si ça vous intéresse pour débuter dans la crypto-monnaie, le lien vers mon e-book. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et du coup, pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.